Bonjour à toutes et à tous. Pour cette loi de finances présentée par Gestion et Stratégie et Judicia Conseil, nous allons aborder un certain nombre de points, une sélection que nous avons été amenés à faire. Cette loi de finances, elle a surtout été une loi de soutien pour les entreprises, peut-être pour certains particuliers, en toute hypothèse, une loi qui est plutôt stable, qui n'a pas introduit de réformes fondamentales. On verra que les réformes sont plutôt à venir dans les années 2022, comme par hasard. Je rappellerai enfin que nous avons eu 2 lois de finances rectificatives qui sont liées au confinement, qui sont liées aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises. Une loi de finances rectificative du 25 avril 2020, une loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, donc qui ont à chaque fois suivi les périodes soit de confinement, soit les difficultés économiques rencontrées. Eh bien, ces lois de finances, je le rappelle rapidement, nous ont permis quand même d'avoir un remboursement anticipé de carry-back, la faculté d'avoir un taux d'heures supplémentaires exonérées plus important. On a eu aussi des aides du Fonds de solidarité qui sont totalement exonérées d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les sociétés. Donc un mécanisme relativement important. Je signerai pour la bonne bouche que si certains ou certaines d'entre vous s'étaient abonnés pour la première fois à un quotidien, eh bien, elles bénéficient même d'un crédit d'impôt. Vous voyez que le législateur est quand même allé assez loin dans le soutien économique. Donc loi de soutien et loi d'attente. Commençons, si vous voulez bien, avec une confirmation qui est la diminution du taux d'IS qui passera encore aujourd'hui de 31% à 25% à horizon 2023, avec des hésitations du législateur et une remise en cause partielle de la tendance qui avait déjà été annoncée, mais aussi cette année une confirmation d'une volonté de diminuer le taux réduit, puisque les sociétés qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 7 600 000 euros qui n'étaient pas éligibles au taux réduit le sont désormais avec un alignement sur les taux pratiqués pour les plus petites entreprises. On verra aussi que ce type de réduction du taux de l'IS s'inscrit quand même dans un contexte concurrentiel extrêmement fort en matière européenne. Et donc les entreprises françaises ne sont plus pénalisées par des taux qu'on a connus, moi, pour mon côté ancien, à 50% il y a très longtemps. Donc des taux d'IS à 50 ou à 33%. Donc dorénavant, on s'oriente à terme vers une fiscalité à 25%, c'est-à-dire un quart du résultat qui est prélevé par l'État, ce qui ne semble pas être quelque chose de totalement délirant. Le législateur s'est aussi attaché à renforcer les fonds propres des entreprises par 2 mesures. La première concerne les réévaluations libres. C'est la faculté qui est offerte aux entreprises qui possèdent des éléments incorporels, des éléments corporels, essentiellement des immobilisations amortissables. Cette faculté qui leur est offerte de dorénavant inscrire en compte la réalité de ces éléments-là, donc la valeur réelle. À l'occasion de cette réévaluation, eh bien, on est censé déclarer une plus-value et on est censé payer de l'impôt. Eh bien, cette réévaluation libre va bénéficier, bien évidemment, de ce mécanisme de neutralisation dans le temps de la réévaluation et de lissage dans le temps de la réévaluation. Donc, les entreprises vont pouvoir, sous réserve du respect du Code du commerce, vont pouvoir procéder à cette réévaluation libre et inscrire les éléments dorénavant pour leur véritable valeur. Et qui dit modification de la valeur des actifs, dit par nature des impacts qui vont se traduire en matière comptable. Avec 2 mécanismes de réévaluation. Donc pour les immobilisations non amortissables, un mécanisme de sursis, ce qui veut dire que la plus-value sera reportée à la date de cession effective de l'élément d'actif, et un mécanisme de lissage pour les amortissements, pour les immobilisations amortissables, 15 ans pour les immeubles et 5 ans pour les actifs qui ne constituent pas des immeubles. Avec 2 bémols. En matière de sursis, il faut avoir une certaine certitude dans le régime fiscal de la plus-value à la date de la fin du sursis. Et puis une cosmétique, reconnaissons que la réévaluation libre, qui n'a pas été connue en France depuis 1976, permet effectivement une présentation comptable meilleure, notamment des capitaux propres. Reste à savoir si les banques seront à même de renégocier les encours de trésorerie sur la base de ce mécanisme qui permet certes une amélioration, mais qui ne détermine pas une amélioration des autres ratios de l'entreprise. Bon, c'est certes que les entreprises vont pouvoir peut-être à cette occasion-là procéder à un réexamen de leur situation comptable et permettre à l'occasion de cette opération d'avoir des valeurs significatives, des valeurs vénales qui sont plus proches de la réalité par nature, ce sont des valeurs vénales, et donc permettre lorsqu'elles font des opérations économiques d'échanger ces éléments par vente par exemple ou par rapport sur la base de valeurs réelles.
En termes de restructuration économique, l'obligation qui est faite de faire des opérations valeur nette comptable contraignait justement et ne permettait pas de réévaluer. Dorénavant, une entreprise peut réévaluer d'abord librement et ensuite procéder à l'absorption de sa filiale, ce qui lui permettra d'avoir des données et des valeurs tout à fait différentes de celles qu'elle aurait eues en temps normal. On voit l'intérêt de l'opération. La seconde mesure qui est adoptée, c'est une mesure qui concerne le leaseback des immeubles. Beaucoup d'entreprises ont amorti d'ores et déjà, la plupart du temps, leurs immeubles. Et donc ces entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont amenées, si elles souhaitent avoir de la trésorerie, à le céder. Elles vont par exemple recourir à un mécanisme qui est relativement intéressant, qui est le crédit bail. C'est la faculté que j'ai de vendre à un organisme financier qui va me le, entre guillemets, relouer avec une possibilité, au terme du contrat, de lever l'option et de récupérer la totalité de l'immeuble. Donc cette opération qu'on appelle le crédit bail a un inconvénient majeur, c'est que lorsque l'entreprise se dessaisit de son immeuble au profit de l'organisme de crédit bail, elle doit payer une plus-value, elle dégage une plus-value et payer un impôt. Eh bien, avec le nouveau dispositif, ou plus ou moins la reprise d'un ancien dispositif, les entreprises pourront dorénavant procéder à cette cession auprès de l'organisme du crédit bail et lisser dans le temps l'impact de cette plus-value. Donc elles n'auront pas immédiatement l'effet de taxation, mais elles lisseront dans le temps l'impact de la plus-value sur l'organisme. Donc ça leur permet à la fois d'avoir de la trésorerie, d'avoir une sécurité parce que l'organisme de crédit bail leur permet de financer l'opération. Et donc c'est une opération qui est bienvenue pour un certain nombre d'entreprises dont les immeubles sont déjà totalement amortis. Modification favorable apportée par la loi de finances, la majoration de 25% qui est prévue en cas de défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé est supprimée tendanciellement à horizon 2023 avec une diminution de la majoration qui est pratiquée effectivement dans le cas où les comptes ne sont pas certifiés, avec une minoration tendancielle 2020 20% jusqu'à la suppression totale de cette majoration en 2023. Je rappelle que c'est un mécanisme extrêmement français, extrêmement, j'allais dire, anarchique, qui consiste au départ, lorsque les associations de gestion agréée et les centres de gestion agréée existaient, pour que les entreprises s'y précipitent et que l'administration fiscale qui était à l'intérieur de ces organismes puisse avoir un droit de contrôle, on avait assorti l'inscription d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt a été supprimé. Et du coup, les organismes de gestion agréée qui existaient se sont trouvés dans une situation relativement difficile. Donc elles ont négocié quelque chose d'extrêmement surprenant, c'est que les entreprises qui n'étaient pas adhérentes au centre de gestion agréée et aux associations avaient un résultat qui était majoré de 25%. C'est cette majoration qui se réduit au fil du temps. Et donc on va aller dorénavant soit vers la suppression de ces organismes, soit vers la rentrée de ces organismes dans les organismes professionnels classiques que sont les experts comptables par exemple. On a vu que la Covid posait un certain nombre de difficultés, et notamment l'incapacité qu'avaient les entreprises de faire face à leurs loyers. Certes, d'un côté, cette difficulté est flagrante, mais de l'autre côté, les bailleurs pouvaient eux-mêmes avoir été amenés à financer l'acquisition des immeubles et penser rembourser leurs emprunts au moyen de ces loyers. Donc on a eu un mécanisme qui a été adopté pendant les lois de finances rectificatives auxquelles je faisais référence précédemment, qui était la faculté qui était offerte aux bailleurs de faire abandon de créances de leur loyer et de pouvoir déduire de leurs résultats à l'abandon de créances. Eh bien, ce mécanisme a été renforcé à la suite du deuxième confinement, puisqu'un certain nombre de bailleurs ont été amenés à abandonner leur loyer en novembre, le loyer du mois de novembre, et donc la loi de finances de 2021 a permis aux sociétés bailleresses qui avaient, ou même aux bailleurs titre personne physique, qui avaient décidé de faire cet abandon de créances, non pas de pouvoir le déduire, mais de bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors, quelles sont les conditions pour obtenir ce crédit d'impôt ? D'une part, elle ne porte naturellement que sur les sociétés qui ne peuvent pas exercer du fait de l'interdiction d'ouverture liée à la situation sanitaire. Et les entreprises qui bénéficient de l'abandon partiel des loyers ne doivent pas être, d'une part, en liquidation judiciaire avant l'entrée en vigueur et ne doivent pas être en difficulté à partir du 31 décembre 2019, c'est-à-dire date du début de la pandémie. Comment est calculé le crédit d'impôt ? Eh bien, le crédit d'impôt correspond à 50% des sommes qui sont abandonnées au titre de la renonciation au loyer, avec des particularismes pour les structures qui ont plus de 250 salariés, avec une limitation globale à 800 000 € de l'avantage qui peut être accordé.
Donc on voit quand même que le panel de bailleurs qui sont concernés va du petit bailleur simple jusqu'aux gros organismes, 800 000 euros, crédit d'impôt 800 000 euros, on est sur des montants qui sont quand même extrêmement significatifs. Et puis on a une réforme qui pointe. J'ai évoqué l'absence de nouveautés dans le cadre de cette loi de finances, qui est plutôt une loi de finances de maintien et de soutien. Eh bien, on a la volonté progressive de l'espace économique européen d'introduire un assujetti unique lorsqu'on est face à des groupes. En matière de TVA, effectivement, une réforme qui avait déjà été annoncée et qui trouve aujourd'hui un horizon au 1er janvier 2023, qui est la possibilité optionnelle pour des sociétés qui auraient des liens financiers, économiques ou d'organisation, c'est-à-dire principalement les structures qui ont des liens capitalistiques croisés à hauteur de plus de 50%, eh bien, de constituer, comme en matière d'IS, un groupe unique. Autrement dit, les structures et dans le périmètre du groupe qui est à définir en matière de TVA, il n'y aurait plus une seule structure assujettie à la TVA, et non pas une multitude d'assujettis constitués par l'ensemble des sociétés, donc un seul assujetti, une absence d'éléments déclaratifs et de champ d'application de la TVA dans les relations entre ces entreprises, et une limitation des obligations déclaratives à la société tête de groupe qui se constitue assujetti unique. Donc une modification assez importante du régime en matière de TVA, avec une entrée en vigueur progressive, avec horizon 1er janvier, encore une fois, 2023. À ce stade de remarque, le régime groupe TVA existait déjà, mais il n'existait que pour le paiement. C'est-à-dire la faculté qu'on avait de constituer un groupe et de n'avoir qu'un seul sujet de paiement, mais on ne pouvait pas compenser les flux de TVA, on ne pouvait pas simplifier les flux de TVA. Donc on est véritablement vers une innovation, c'est-à-dire la capacité qu'il serait possible de faire, c'est-à-dire à savoir traiter les opérations à l'intérieur d'un groupe sans avoir de TVA, ou de facturer à des filiales la capacité de mettre de la TVA sur mes factures. Donc ça, c'est le premier point central. Le deuxième point qui me semble important à relever, c'est que la TVA est un sujet de conflit souvent avec l'administration fiscale, tout simplement parce que cet argent n'appartient pas à la société et que le fait qu'elle en fasse la rétention expose souvent le dirigeant à des conditions assez drastiques en termes de sanctions. Eh bien, avec ce dispositif-là, la faculté qu'on aurait à l'intérieur d'un groupe de ne plus se facturer avec de la TVA ou en neutralité de TVA simplifierait considérablement à la fois les opérations et en même temps les points de tension qui pourraient exister avec l'administration fiscale. Attention, 2023, c'est très vite. Donc il faut sans doute d'ores et déjà réfléchir à l'opportunité de mettre en place ce groupe et, si on envisage de le faire, de regarder les modalités pratiques. En matière de fiscalité des particuliers, un certain statu quo dans les mesures annoncées et quelques aménagements de dispositifs déjà existants. Au regard du barème sur l'impôt, pas de grande révolution, un nombre de tranches qui reste identique, une variation simplement dans ces tranches des montants d'imposition et un taux de taxation qui n'évolue pas entre 2020 et 2021. On est quand même à 45% de prélèvement. On n'est pas non plus des pays trop significatifs. Je rappelle qu'il y a une contribution sur les revenus, donc qui vient rattraper le chanceux ou la chanceuse qui gagne un peu plus d'argent que les chiffres qu'on vient de placer. On ajoutera aussi que, d'une manière générale, sur ce barème de l'impôt sur le revenu, eh bien, la réforme qui a été mise en place avec notamment le prélèvement et le deuxième mécanisme qui est le PFU à 30%, ces réformes sont derrière nous, donc on a peu de modifications substantielles. Impôt sur le revenu, prorogation de la réduction d'impôt du flot Pinel, avec pour autant un régime qui est tendanciellement de moins en moins intéressant, avec une dégradation du taux d'amortissement qui est permis par la loi, et avec des précisions pour autant importantes sur des régimes dérogatoires aux régimes généraux, avec des exceptions annoncées à la dégradation du taux pour certaines zones géographiques et certains immeubles qui sont liés à la politique, notamment aux politiques de la ville, et certaines précisions. Vous savez qu'en 2020, on a parlé de recentrage du régime Pinel. Eh bien, il y a ici dans la loi des précisions sur les biens qui peuvent bénéficier de l'ensemble du régime Pinel. On avait des interrogations sur la nature des bâtiments qui pouvaient
conserver, j'allais dire, les attraits du dispositif, eh bien, la loi de finances précise qu'effectivement ne sont pas concernés l'habitation ancienne et seuls les logements nouveaux, et notamment individuels, ont été exclus au définitif au titre du recentrage du régime. Vous noterez quand même que paradoxalement, ces dispositifs qui trouvaient leur terme en 2021 ou 2022 sont prorogés jusqu'en 2024. Donc l'idée, c'est quand même de laisser un message fort pour le bâtiment, pour dire que ce mécanisme étant incitatif, on peut travailler sur ce dispositif. On notera quand même que promettre jusqu'en 2024 quelque chose alors que les élections sont en 2022 peut poser malgré tout une interrogation quant à la stabilité du dispositif. L'impôt Madelin, lui aussi, a fait l'objet d'une prorogation, donc la capacité de bénéficier du mécanisme est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Donc on est vraiment dans l'idée d'une stabilité qui est offerte pour l'instant, le temps que, j'allais dire, la période du Covid passe derrière nous et qu'on ait un peu plus de lisibilité sur les aspects économiques. Grande part de fiscalité verte, ou au moins introduction de la notion de fiscalité verte et des mesures d'incitation. Premier point, une modification, j'allais dire, quasi annuelle des dispositifs liés à la transition énergétique, avec la modification du crédit impôt portant sur la transformation des bâtiments, avec la création d'une prime, donc transfert des dossiers entre l'ANA et antérieurement l'administration fiscale, et la mise en place d'un dispositif connu sous le nom maintenant de MaPrimeRénov', avec encore une fois et toujours des grandes difficultés dans l'appréciation des travaux, des bâtiments éligibles, de la nature des matériaux, etc. Donc une complexité assez importante, en retenant pourtant que effectivement en 2021, il y a une prorogation temporaire du mécanisme du crédit d'impôt lorsque les paiements et les travaux ont débuté en 2020 et sont par exemple payés en 2021. Donc il y a sur le début de l'année un tuilage entre les deux moutures qui permettent d'obtenir soit une prime pour 2021, soit antérieurement un crédit d'impôt. Une prorogation autre du mécanisme du crédit d'impôt qui porte sur les bornes de recharge des véhicules électriques avec la création d'un crédit d'impôt à hauteur de 300 € par borne installée et avec une possibilité de cumuler l'installation et donc le crédit d'impôt associé, puisque le crédit d'impôt peut bénéficier pour 2 bornes installées dans la résidence principale et 2 bornes pour la résidence secondaire. Donc un cumul éventuel du crédit d'impôt, mais sous réserve d'un foyer fiscal constitué en plus des membres principaux du foyer fiscal d'enfants, la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt allant jusqu'à 1 200 €. On retrouve quand même la tendance forte qui est de privilégier des véhicules type hybride ou des véhicules rechargeables. Donc c'est la raison pour laquelle ce crédit d'impôt a été mis en place, tout en sachant qu'une partie des acquéreurs n'ont pas forcément d'impôt à payer et que le crédit d'impôt peut se transformer en un effet d'aubaine qui est un remboursement auquel pourraient prétendre les contribuables qui s'astreindraient à ce mécanisme. Fiscalité automobile ? Fiscalité automobile, eh bien une sanction qui est mise en place sur 2 points. Le premier, c'est les émissions de polluants, pour lesquels on va avoir un durcissement du mécanisme qui jusqu'à présent existait. Et puis on a un second mécanisme qui se met en place, qui est un mécanisme dissuasif pour les personnes qui entendraient, ou les entreprises qui entendraient acquérir des SUV ou des véhicules relativement lourds, pour lesquels on a une suspicion de pollution qui est plus élevée que pour des véhicules ordinaires, tout en sachant qu'un véhicule lourd type SUV est le plus souvent produit par des entreprises étrangères. Peut-être faut-il y voir un mécanisme de protection économique indirecte dans le dispositif. Donc premier pan de la réforme, une modification du barème. Alors on retient toujours un tarif par gramme de CO2 émis, mais ici avec un renforcement très important du tarif. Et donc vous voyez potentiellement des tarifs extrêmement importants pouvant dépasser 50 000 €. Pour autant, ces données sont brutes puisqu'il faut tenir compte de pondérations liées notamment à la composition du foyer fiscal, au nombre d'enfants, mais aussi du prix d'achat du véhicule, sachant que l'ensemble du tarif sera plafonné notamment à 50% du prix d'achat TTC du véhicule.
On peut penser quand même qu'à un certain volume d'acquisition, 50% reste extrêmement significatif. Je pense pour des véhicules étrangers pour lesquels le prix d'achat à l'unité est extrêmement élevé. On peut aussi penser que ce type de personne qui est dans ce type d'acquisition est sans doute sensible à l'environnement, mais va se retrouver malgré tout dans une capacité de pouvoir y faire face. On notera cependant qu'une grande part des organismes, des sociétés automobiles qui fabriquent ce type de véhicules haut de gamme s'orientent vers l'hybride, donc le message semble tout doucement passer vers un assouplissement en termes de consommation. Deuxième pan, le législateur a entendu limiter l'impact de ces mesures pour les familles nombreuses ou pour les personnes qui se déplacent avec un grand véhicule eu égard au nombre important de personnes constituant le foyer fiscal, donc des mécanismes particuliers pour certains véhicules de type camionnette ou grand monospace qui permettent de transporter une famille nombreuse. Vous noterez quand même qu'au hasard, si on prend Renault, qui a été un des précurseurs avec sa Zoé, une grande partie de la gamme qui est faite, comme Peugeot l'a fait récemment, sont orientées vers de l'hybride, tout simplement parce qu'on a une exonération de cette taxation. Et donc ce type de véhicule, à l'évidence, aujourd'hui est poussé par l'État, qui souhaite qu'à la fois on soit plus vertueux en termes de pollution et puis qu'on soit sans doute plus sensible à une économie française et à des entreprises françaises qui souffrent terriblement du fait de l'impact de la Covid. Deuxième volet de la réforme, la mise en place d'un tarif lié au poids du véhicule, avec ici aussi une limitation donc en fonction du nombre d'enfants éventuellement transportés. Donc ici le même souci, j'allais dire, de limiter, de créer un principe, mais de limiter l'application pratique. Et puis une volonté écologique, puisque les véhicules hybrides, lorsque l'autonomie électrique permet de faire plus de 50 km en ville, ne seront pas visés par l'alourdissement de la fiscalité à l'achat du véhicule automobile. On notera au passage que les véhicules français type SUV font moins de 1800 kg, donc j'imagine que le chiffre qui a été retenu pour la sanction est tout à fait étonnant et surprenant et pas du tout volontaire. Réforme d'ordre général pour les professionnels, le renforcement ou la précision du calendrier lié à la mise en place de la facturation électronique. Alors, la volonté du législateur communautaire et la retranscription française, c'est l'obligation pour les assujettis professionnels, dans un premier temps pour la facturation qui vise d'autres assujettis professionnels, donc on parle ici de relations B2B, c'est de créer une obligation d'édition, de transmission et d'archivage d'une facture électronique. Donc il y aura dans ce mécanisme deux obligations, une obligation de invoicing, c'est-à-dire de créer une facture électronique, et des obligations de transmission de données, mais aussi éventuellement d'éléments complémentaires ou d'exemples de factures. Donc les modalités ici ne sont pas encore totalement déterminées, puisqu'elles feront l'objet d'une publication en décret, de transmettre à l'administration fiscale des fichiers et des informations. Et donc la volonté claire, j'allais dire, communautaire et aussi de l'administration, c'est de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale et la déperdition de l'assiette fiscale en matière de TVA. Et éventuellement, pour l'administration, la possibilité de contrôler ou même d'établir directement la déclaration CA3. Avec un calendrier qui est précisé, qui retiendra dans un premier temps la taille des entreprises, puisque traditionnellement en France, c'est d'abord les grandes entreprises qui sont visées par les réformes, et avec une déclinaison qui reviendra jusqu'à la PME, mais dans un calendrier plus éloigné, c'est-à-dire 2025. Donc la préoccupation aujourd'hui, c'est effectivement de commencer à réfléchir à la mise en place de cette facturation électronique au regard notamment des prestataires que l'entreprise utilise et puis aussi les logiciels, parce qu'il y aura une évolution logique de l'émission de la facture et éventuellement du stockage de cette facture. Donc aujourd'hui, il est peut-être un peu tôt pour prendre langue et acter de modifications, mais en tout cas il est sûr qu'il n'est pas urgent de modifier aujourd'hui l'ensemble de son environnement informatique sans attendre des précisions qui vont être données, alors elles sont attendues pour l'été prochain, sur la mise en place effective et des modalités de transfert. Parce qu'ici on parle d'électronique, d'informatique, donc il y a avant
il y a une obligation de tenir compte de ces précisions informatiques pour mettre en place un nouveau système comptable si la volonté et s'il y avait un besoin déjà existant en 2021. Mais on a une administration quand même qui est extrêmement présente vis-à-vis de l'entreprise, puisqu'elle les contraint, elle nous contraint dorénavant, lorsqu'on est contrôlé, à fournir les fichiers d'écriture comptable. Donc la capacité qu'a l'administration, sur la base d'informations que remet la société, de procéder à un pré-contrôle avant d'entrer réellement dans l'entreprise. Et on voit que, par exemple, avec la facturation électronique, l'idée, c'est une télétransmission automatique de toute une série d'informations, ce qui permettrait et ce qui ouvrirait en définitive le champ à un pré-contrôle quasi systématique fait par l'administration fiscale, peut-être moins de contrôles fiscaux sur place, mais véritablement, on est dans un mécanisme que j'aurais qualifié en d'autres temps de Big Brother. 2 éléments futurs, la possibilité de créer un groupe TVA et l'obligation pour les assujettis de facturer de façon électronique dans leur relation avec un autre assujetti. Pour autant, il y a déjà des obligations qui existent et qui sont souvent méconnues puisque les entreprises ont l'obligation de documenter l'ensemble des éléments constituant leur comptabilité. L'administration exige, et de façon renforcée depuis le début de l'année ou peut-être même depuis l'automne dernier, la présentation dès l'ouverture d'un contrôle de la documentation qui est dite de piste d'audit fiable. Or, encore une fois, il me semble que cette obligation qui est faite aux entreprises est très méconnue et le premier élément aujourd'hui et le premier levier d'action pour préparer l'avenir, c'est aujourd'hui de s'assurer que l'ensemble documentaire qui doit être présenté et qui peut découler sur des sanctions importantes ou au moins un contentieux très lourd avec l'administration soit bien présente dans vos entreprises. Donc en fait, quelque part, c'est l'intégrité du dispositif que l'administration essaye de contrôler, enfin va contrôler, et surtout elle demande à la société ou à l'entreprise d'avoir d'ores et déjà procédé à ce mécanisme-là. Donc quand l'administration arrive dorénavant, une des premières questions qui est posée à l'entreprise, c'est de s'assurer qu'il existe bien une piste d'audit fiable, qu'elle a été testée, parce que la faire exister ne suffit pas, donc être en mesure de démontrer qu'on a fait des tests et que les résultats ont été soit négatifs et corrigés, soit sont conformes à ce qu'on peut attendre. Donc véritablement un risque quand même très significatif qui est la remise en cause d'une manière générale de la TVA déductible pour la société. Donc on est quand même très loin d'un risque neutre. Et puis depuis 2013, ce mécanisme aurait dû être mis en place. On a une très grande souplesse qui a été faite par le législateur et par l'administration. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises et sociétés ne peuvent plus faire autrement que se plier à cette exigence. Donc attention, cette piste d'audit fiable doit être véritablement réalisée, contrôlée, testée et produite. Un mot de conclusion peut-être ? Une loi de finances qui a réaffirmé finalement une tendance ou des tendances antérieures déjà connues et puis des adaptations liées à la situation du Covid. En conclusion, on pourrait aussi faire un focus particulier sur des régimes qui nous semblent précaires et qui permettent aujourd'hui encore des économies d'impôts, mais eu égard à l'augmentation de la dette, il faut s'attendre peut-être, dans les années à venir, à une augmentation des prélèvements ou à une modification substantielle de certaines règles très avantageuses et peut-être le Dutreil. Peut-être le Dutreil, qui, je le rappelle quand même, est un mécanisme qui offre pour les dirigeants d'entreprise qui entendent transmettre à leurs héritiers ou leurs enfants, en tout cas à défaut d'être héritiers déjà à leurs enfants, transmettre des entreprises avec des abattements très significatifs. On parle de 75% de la valeur de l'entreprise. Donc on est quand même sur des mécanismes extrêmement intéressants et des mécanismes de transmission qu'on ne trouvera sans doute plus dans le temps parce qu'on va arriver à une période de loi de finances préélectorale et qui plus est post-Covid, c'est ce que nous souhaitons tous, qui risque d'être extrêmement chargée. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci à toutes et à tous. Merci.